Bonjour Nathalie. Bonjour Sarah. Alors, nous n'avons pas pu ne pas inviter Don Juan à notre banquet. Et c'est ainsi que nous sommes allés voir le Don Juan mis en scène par Gianni Corvi. Et ça t'a inspiré pour nous dire quelque chose en lien avec la Norme-Man. Merci beaucoup. Oui, c'est évidemment une audace incroyable de parler de Don Juan après tout ce qui a pu être écrit et dit et réalisé et filmé et mis en scène de Don Juan. Ce Don Juan de Molière dont l'année prochaine sera le 4e centenaire de la naissance. Alors Gianni Corvi est vraiment l'éclaireur là, avec cette mise en scène formidable qui renoue avec un Don Juan éternellement jeune. Parce que le premier Don Juan de Molière était jeune, c'était Lagrange, il avait 26 ans, et le jeune homme qui joue le Don Juan de Gianni, dans la compagnie bien nommée Vitriolemante, nous illumine par sa jeunesse, sa blondeur, son regard étincelant, son appétit dévorant, qui est vraiment au centre du théâtre. En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point du tout votre méthode, et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Toi, tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui, et qu'on n'ait plus Dieu pour personne. La belle chose, de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion, et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non. La constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai, sur ce sujet, l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Don Juan, un homme de théâtre, un personnage. Il est arrivé directement par la plume de Molière, qui se dépêchait d'écrire quelque chose pour nourrir ses comédiens, puisqu'on lui avait interdit son Tartuffe, et qu'il lui fallait quand même mettre quelque chose en scène. Donc, Don Juan arrive directement sur les planches. Pourquoi faire? En ce temps-là, le théâtre, c'est l'autre scène. C'est sur cette scène de théâtre que la société
appelé au développement que nous savons, la société va se trouver face à face avec son miroir, le miroir de ses vices, parfois de ses vertus, et en tout cas va s'enseigner et être enseignée par l'arme terrible du théâtre que Molière manie à grand risque et qui est le ridicule. Avec Don Juan, est-ce qu'on est dans le ridicule? Moi, je ne suis pas sûre. On est partout et nulle part avec Don Juan. On est en petits morceaux. Un petit peu d'Ancien Régime et du Code de l'honneur, un petit peu de Fils révoltés, très actuel, évidemment le dragueur invétéré, le mauvais garçon, Gianni l'a dit dans un entretien avec la revue Horizon, que vous pourrez lire dans le numéro 66, qui va bientôt paraître. Et c'est sa signature, au fond, ça tourne autour de ce jeune homme lumineux et ténébreux, le bad boy, et c'est le style propre de Gianni qui nous montre ce Don Juan fracassé entre des idéaux morts et un pouce au jouir, difficile de ne pas le dire comme ça, qui va l'amener, ce jeune homme, à la mort. Alors, je trouve, moi, que ce Don Juan de Molière, il a ceci de très particulier, qu'il est, mais aux prises, on ne le voit même pas tellement c'est aveuglant, il est aux prises avec les pouvoirs de la parole. Il embrouille l'autre tout autant qu'il est embrouillé. Et il passe son temps à essayer de se débrouiller de ce qu'il dit, de se retrouver, de faire le point là où il est, là où il va. Et avec qui? Il ne parle pas qu'à lui-même, il parle à Sganarelle. On reconnaît quand même cette figure du dialogue, hein, qui nous dit déjà une petite matrice de notre lieu à nous, de notre autre scène dégagée par Freud. Évidemment, c'est un forçage de dire ça comme ça. Mais il me semble qu'une fois qu'on l'a dit, c'est assez convaincant. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait penser par rapport à la norme mâle? Comment on situerait Don Juan là-dedans? Qu'est-ce qu'il nous dit sur la norme mâle? Je crois que, imaginairement, il nous parle d'un homme qui ne croit qu'à la puissance de son organe et qui est à la fois le servant et l'esclave de cet organe. Et tout est bon pour camoufler ça, parce que c'est pas très glorieux, évidemment. Donc, tous les pouvoirs de la séduction, par la parole, par le costume, par la prestance, par tout ce qu'on rêve de paillettes pour habiller cette misère, finalement, tout est bon, là. Donc c'est un homme qui parade avec les attributs, avec tous les attributs. C'est un miroir. C'est avec les pouvoirs de la parole, il séduit et il séduit tout le monde. Pour masquer quoi, au fond? Pour masquer ce qu'il veut se masquer à lui-même, je crois. C'est-à-dire précisément la misère de cette pauvre petite nature qui, entre ses jambes, n'en fait qu'à sa tête. Et la grande nature, n'est-ce pas, révélée avec le monde infini qui est apparu par la lunette de Galilée et le chiffre mathématique auquel il se cramponne comme le résidu de toute croyance possible. Donc c'est un incroyant, c'est un homme qui doute, et c'est pour masquer son doute et son savoir de ce qu'un organe n'est jamais tant en majesté que pour mieux déchoir de ce moment magnifique, c'est pour masquer cela qu'il, avec toute sa brillance à la boutonnière, qu'il abuse l'autre pour s'abuser lui-même, mais il n'y arrive pas à s'abuser lui-même. Il n'arrive pas à installer une femme entre la mer et la mort, comme Freud a montré dans le thème des 3 coffrets, que c'est peut-être là un sommet de l'aventure humaine. Mais on est au moment où, à la fois, il emprunte les pouvoirs de la parole
à Dieu, on peut dire. Hein. La parole est tombée sur la terre, là. Il faut bien s'en débrouiller. Et cette parole, elle est déjà partagée, et Molière l'a montré mieux que personne, entre l'univers des femmes et l'univers masculin. Les hommes sont en but à la puissance de la parole féminine. Les femmes savantes le montrent, même si Molière a pu en faire la caricature dans Les Précieuses, il reste les femmes savantes. Et d'ailleurs, Elvire, elle met dans la bouche de Don Juan tout ce qu'il aurait fallu qu'il puisse dire s'il n'avait pas été aussi maladroit et aussi lamentable. Mais il n'est pas si maladroit et si lamentable que ça, Don Juan. Il se venge très bien. Il a presque la pointure au-dessus. Il peut presque montrer, lui, qu'il a le dessus, en fait, avec Elvire. Il a, en matière d'hypocrisie, disons, c'est une lutte entre les vrais semblants, les faux semblants et le mal absolu, le maléfice, vraiment. Il me semble qu'il y a de ça. Bon, Elvire, elle cultive avec bonheur les semblants de la féminité et elle voudrait que tous les hommes se fassent les adeptes de la carte du tendre. Et Don Juan, lui, en miroir, évidemment, tout ça est très imaginaire, il cultive à la fois la parade masculine et, s'il le faut, il va jusqu'au modèle, au contre-modèle de l'homme qui négocie avec ses intérêts et les puissances du social, et il va jusqu'à l'hypocrite. Mais le Tartuffe revient. Et au fond, il me semble que Don Juan, je sais que c'est Corneille qui a écrit Le Menteur, mais Don Juan, il est, d'une certaine manière, ce menteur qui dit la vérité, ce menteur qui dit je mens, ce menteur qui sait qu'il ment, et ce menteur qui porte la puissance de mensonge de la parole à son apogée, à son acmé. Il y a cette duperie dont lui-même n'est pas dupe. Et c'est ça qui le conduit à la mort. Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique. Un stratagème utile. Une grimace nécessaire où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin et me mettre à couvert du côté des hommes de 100 fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien, Sganarelle, t'en faire confidence. Je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Quoi? Vous ne croyez rien du tout et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien? Et pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et se servent du même masque pour abuser le monde. Oh, quel homme! Quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié, qui de sa main ferme la bouche à tout le monde, et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti, qui en choquent un, se les attire tous sur les bras, et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touché, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent bonnement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui
Ils se sont fait un bouclier du manteau de la religion. Et sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont. Ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié et 2 roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai sans me remuer prendre mes intérêts à toute la cabale et serai défendu par elle envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Alors, est-ce que c'est la norme mâle, ça? Moi, la norme mâle, je suis évidemment forcément en délicatesse avec la norme mâle. C'est pas absolument ce que c'est. Je pense que si on fait des journées sur la norme mâle, c'est parce que personne ne sait ce que c'est en réalité. À part que c'est un joke de Lacan, hein, qui nous a envoyé ça comme ça. Mais là, tu l'amènes du côté du langage, la norme mâle, de la parole. De la... Oui, je l'amène du côté de la parole. Et en même temps, je suis dans une impasse, évidemment. Parce que la parole, elle peut-être qu'elle sexualise celui qui parle. Mais je dirais que c'est quand même toujours à soutenir et à recommencer. Et que là, on est aux prises avec un instrument, la parole, qui a quelques parentés avec le phallus, et que la performance à laquelle on s'oblige, elle n'est pas exempte de cette vertu virile qui consiste à s'élancer avec souffle et persévérance pour finalement arriver à forcément une chute, une ponctuation, une respiration, et nécessairement on est prisonnier, on est normé par notre organisme. On a un rythme, on a un souffle, on a un battement, et la langue, elle épouse le corps qu'on s'est fait, le corps qu'on a et qu'on s'est fait. À supposer qu'on s'en soit fait, hein, ce qui est tout l'enjeu d'une analyse. Je voudrais quand même souligner le jeu des acteurs. Une assurance, professionnelle évidemment, mais surtout une assurance, une position extrêmement sûre, extrêmement stable sur la scène. Et des corps donc, parfaitement maîtrisés, mais des visages découverts, sur lesquels on voit se traduire le pouvoir des mots. On le voit sur le visage de Don Juan, extrêmement attentif à tout ce qu'on lui dit, prêt à bondir sur son épée, prêt à en croiser le fer, pour un mot qui serait une offense. On voit le visage d'Elvire rosir, rougir, les larmes lui coulent. Le visage est vraiment le miroir. Hein. Il y a 2 visages. Hein. Miller l'a rappelé dans un de ses cours. Hein. D'accord, il y a la stature, mais il y a le visage. C'est le premier miroir. Et ça, c'est d'avant le stade du miroir. Eh bien, on est là. Dans ce jeu de physionomie, on est se concentrer sur un visage, l'individu, la naissance de l'individu, libre et dans les fers. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur la position d'exception de Don Juan? Et je me suis un peu torturée par rapport aux formules de la sexuation de Lacan, en me disant, est-ce qu'il est le seul qui dit non à la fonction phallique? Mais ça me paraît complètement paradoxal de dire ça, parce qu'il me paraît au service de la fonction phallique précisément, donc complètement identifié au phallus, et néanmoins en position d'exception, parce que il accumule par l'accumulation, par la quantité,
par l'illimité du champ qu'il s'ouvre, et évidemment par l'envers qu'il n'aperçoit que fugitivement et à la fin, qui est que là où il joue le plus à attraper l'autre, c'est lui qui est joué. Là où il croit savoir, c'est lui qui ignorait. Mais on en a de temps en temps des étincelles. Alors moi j'ai trouvé magnifique, j'aimerais bien conclure avec ça, j'ai trouvé magnifique le chapeau dont Gianni a affublé son héros, son anti-héros. Il ne lui a pas mis un chapeau couvert de plumes, comme il est bien décrit par le Pierrot du deuxième acte, mais tout discrètement, dans sa petite queue de cheval très contemporaine, il a mis, avec au bout d'un crochet, une plume de paon, avec un œil, évidemment, plume ocellée, c'est dire qu'il est, par son expérience, éclairé dans le dos, le malheureux, comme disent les Chinois. Il ne voit rien, il ne sait pas où il va. Et donc, j'en reviens à dire qu'il est tout le temps, avec sa boussole Sganarelle, à essayer de se repérer, mais que le prophète, c'est Sganarelle. Sganarelle voit très très bien où il va. Mais, et il voit très très bien d'ailleurs aussi la problématique de la dette. Parce qu'au fond, oui, le panache, disais-je, oui, ce panache tient lieu de tout à Don Juan. C'est ce qui lui permet d'être une exception. C'est ce qui lui permet de ne pas régler ses dettes. C'est ce qui lui permet d'abuser tout le monde. C'est au nom de ce reste d'aristocratie, de ce reste de pouvoir du sang, n'est-ce pas? Puisqu'au fond, l'aristocrate payait de son sang, et qu'on voit qu'il n'hésite pas, d'ailleurs, à engager son corps, éventuellement, dans un duel, on l'a vu. Mais ça reste une exception pitoyable, parce qu'une défroque, hein, qui n'a plus rien de grandiose. Au fond, le clin d'œil du metteur en scène, c'est de s'être installé au milieu de la plume de paon. C'est son œil qui organise la fable et qui en fait un sujet, si on reprend la distinction des formalistes russes entre la fable, suite des événements, et le sujet, mise en perspective et conception originale. Donc, vous n'avez plus qu'à courir tranquillement à la comédie italienne pour dévouer un mardi soir au spectacle de ce magnifique et très actuel Don Juan du XXIe siècle. Pour conclure réellement, j'ouvre l'éventail, j'ai appris, et encore maintenant ça doit être encore plus important, le nombre de Don Juan qui existent depuis l'ancêtre Tirso de Molina au siècle d'or espagnol, 3000 Don Juan recensés dans un dictionnaire de Don Juan en 1999. 3000 Don Juan écrits. C'est dire les variations sur la norme qu'il n'y a pas.